Bonjour Franck Pucciarelli. Bonjour Tom, merci avant toute chose de m'accorder la parole ce soir. Et puis j'adresse bien évidemment mes salutations à tous tes auditeurs. Merci Franck. Alors, merci de mon côté d'accorder cet entretien exceptionnel par vidéo donc pour Éveil Français TV. Donc c'est ici l'occasion de parler longuement de la Libye pour ce qui s'y passe et qu'hélas peu de monde est en mesure de comprendre aujourd'hui tant la situation rapportée par les médias est incompréhensible. Alors, tu es coordinateur principal du Comité révolutionnaire international fondé en 1977 suite à la création du pouvoir du peuple de la Jamaïria arabe libyenne qui est actuellement occupée par des puissances étrangères. Tu es également porte-parole du Conseil suprême des tribus et des cités libyennes de la Jamaïria. Tu as 44 ans, tu as 3 enfants, tu es en instance de divorce avec la mère de tes enfants, tu es franco-italien, tu as fondé une association de quartier qui s'appelait Quartier Libre en 1993 en faveur des populations défavorisées en Bourgogne. Tu as fondé une société de négoce de marbre et de pierre pendant une dizaine d'années, influencée sans aucun doute par tes origines italiennes de la ville de Carrare, considérée comme la capitale mondiale du marbre. Donc avec et grâce à cet entretien, nous allons pouvoir bien plus clairement voir la situation réelle en Libye. Et si tu le veux bien, je voudrais que tu nous fasses un résumé de la situation en Libye depuis 2011. Merci, je te laisse la parole. Bon, la situation aujourd'hui, nous avons la Jamaïria arabe libyenne qui fait face à une somalisation, une balkanisation, puisque ce pays est en proie au chaos. Les milices takfiristes règnent en maître sur des grosses parties du territoire libyen, notamment la Tripolitaine, l'ouest de la Libye. Et nous avons une partie du sud où la situation est hors contrôle. Donc il n'y a pas aujourd'hui en Libye, et c'est la conséquence de l'intervention de l'OTAN, du renversement de la Jamaïria arabe libyenne, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de sécurité, et cette situation, malheureusement, va en la défaveur de la population libyenne, qui retourne à l'âge de pierre. Je tiens quand même à faire part auprès de vos auditeurs que la Jamaïria arabe libyenne, avant l'intervention étrangère de l'OTAN, était le pays d'Afrique qui affichait le meilleur PIB par habitant. Le taux d'alphabétisation avoisinait les 95%. Oui. Les Libyens vivaient dans une situation des plus correctes, des plus convenables. On reviendra bien évidemment à cela plus tard. Oui. Et aujourd'hui, le peuple libyen est obligé de mendier dans les rues pour certains pour pouvoir subvenir à leurs besoins premiers, chose qui était impensable oui. Il y a encore 6 ans, puisque la Jamaïria arabe libyenne était un modèle sociétal par excellence, notamment pour les pays en voie de développement africains. C'était une référence. Et l'oligarchie financière mondiale a balayé d'un revers de main un État qui était composé de 6 millions d'habitants, qui vivait dans la paix et dans la prospérité. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons un chaos à la direction de la population, mais pas, bien évidemment, de ceux qui ont agressé la Jamaïria arabe libyenne, qui depuis 6 ans profitent allègrement des richesses du pays, oui. Et je le développerai bien évidemment lors de cet entretien plus précisément. Oui, parce qu'on a affaire à du vol de ressources naturelles comme le pétrole, un petit peu comme ça se passe encore malheureusement en Syrie avec le Daesh. On a exactement le même travers
qui finance l'armement hein, d'ailleurs de ceux qui volent ce pétrole. Hein. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le pétrole est volé par la société Eni, par des sociétés américaines, anglo-saxonnes. La France est bien évidemment tire un vil profit actuellement, notamment dans le sud libyen, dans la région de Tbilissi, puisque la Libye bénéficiait de gisements d'uranium assez importants qui n'étaient pas exploités du temps de la Jamaïque arabe libyenne. Oui. Et pourtant, la France est présente. La société Areva exploite de manière vol, oui. Sans aucune, s'il n'y a pas d'État, de manière quotidienne, l'uranium libyen, et pour ce faire, il bénéficie de la protection de l'armée française qui a établi un avant-poste dans un silence total, puisque personne, bien évidemment, n'évoque ce point, malgré le fait que j'ai eu l'occasion de le soulever à différents journalistes qui sont experts sur la Libye, oui. Mais qui ne souhaitent pas parler de ce vol, de l'État français, de la société Areva, de l'uranium libyen, mais aussi de l'or, puisque des gisements d'or assez importants ont été découverts il y a 1 an dans cette région, qui sont pillés par des sociétés françaises. Voilà, donc ça illustre parfaitement en réalité les vraies raisons de l'agression militaire otanesque en 2011 en réalité. Parce que là on a affaire à une occupation totalement illégale, criminelle, de la part de l'armée française et de certaines sociétés françaises. Françaises, mais aussi italiennes, qataries, essentiellement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a ce chaos en Libye, puisque ce chaos profite bien évidemment aux puissances étrangères, aux pays dont on vient de mentionner les noms. Oui. Le pétrole, alors c'est un marché qui est très opaque. Oui. On n'arrive pas à savoir à combien est acheté le pétrole. Il est bien évidemment acheté en dessous du cours actuel. Oui. On parle de 5 à 10 dollars. Ouais, il y a des transactions qui s'opèrent depuis 2011, des échanges de tankers contre de l'armement en provenance de Serbie notamment, de Roumanie, de manière illégale, alors qu'il y a un embargo sur les armes en Libye. Donc cette situation, au final, de cette absence d'État a été voulue et souhaitée parce qu'on entend des experts qui disent qu'il n'y a pas eu d'anticipation concernant la chute du régime. Ouais. Mais nous avons le sentiment, au vu des profits importants que génèrent ces sociétés privées, ces multinationales sous couvert des pays qui ont intervenu, à savoir les pays d'OTAN, oui. Il est évident que c'était un fait voulu. C'est le meilleur moyen de pouvoir piller, comme c'est le cas actuellement en Libye, de détruire un État et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un État fort qui puisse s'établir. Puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté de la part de l'ONU de laisser les Libyens régler le problème et de se rétablir. L'ONU, au travers de son gouvernement d'union nationale, de son initiative à la création du CNP en 2011, n'avait que pour but et que pour vocation de créer une absence d'État de manière à permettre aux multinationales de piller les biens libyens, qui sont importants. Hein. Je tiens quand même à rappeler que la Libye, en 2011, c'est 1 200 000 barils jour, c'est 4 à 5 millions de gaz mètres cubes, enfin de mètres cubes de gaz par jour, ouais. Donc ce qui représente à peu près 85% des revenus de l'État. Qui plus est, la Jamaïque arabe libyenne, suite à la levée de l'embargo, avait des projets de développement touristique très importants, qui allaient mettre en concurrence bien évidemment les Émirats arabes unis, notamment l'Émirat de Dubaï, puisqu'il y avait des projets de développement bien plus importants qu'à Dubaï. Oui. La Jamaïque arabe libyenne avait prévu de créer le plus gros port au monde, à 60 km de Tripoli. Oui. La Libye devait être la porte de l'Afrique,
Et c'est la raison pour laquelle notamment nous avons vu ces pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, le Qatar, mais aussi l'Arabie saoudite, intervenir dans la chute de la Jamaïque arabe libyenne, puisque la Jamaïque arabe libyenne allait créer de l'ombre à ces monarchies du Golfe par rapport au projet de développement qui était programmé sur les 5 prochaines années. Voilà. D'accord. Alors, si tu veux bien, avant d'entamer la chronologie des événements depuis presque la naissance en fait du guide libyen qui est Mouammar Kadhafi, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qu'est la Jamaria, s'il te plaît? Alors, en 1977, Mouammar Kadhafi, après donc, le coup d'État de 1969 qui renverse la monarchie du roi Idriss, réorganise l'institution de la Libye en nommant le pays Jamaria, qui littéralement veut dire l'état des masses, et qui est gouverné par le peuple lui-même, selon une synthèse de la démocratie directe qu'il a établie au travers du livre vert. D'accord. Très bien. Pour ce faire, j'invite bien évidemment vos auditeurs à prendre connaissance de cet ouvrage qui est relativement court et qu'on le retrouve aisément gratuitement en ligne sur Internet, sur différents sites, ouais. Qui permet de comprendre quel était l'objectif de Mouammar Kadhafi concernant ce pouvoir au peuple. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les comités révolutionnaires internationaux ont été fondés en 1977, puisque l'objectif des comités révolutionnaires internationaux était de faire la promotion de la démocratie directe à travers le monde. Donc, si vous voulez, c'est un peu la troisième voie universelle. Mais pour ce faire, il est plus opportun, parce que je pourrais développer et expliquer, mais ce serait plus opportun de prendre connaissance du livre vert pour comprendre ce qu'était la Jamaïque arabe libyenne, en sachant que la Jamaïque arabe libyenne était le premier pays au monde à mettre en place ce pouvoir des masses, ce pouvoir au peuple. Donc, en 42 ans, il y a eu des essais, dirons-nous, ouais. de la part du peuple libyen pour pouvoir mettre en place cette théorie, qui reste néanmoins assez complexe à mettre en place par rapport aux institutions type démocratie parlementaire ou monarchie que peut connaître le Maghreb et les pays arabes. D'accord. Alors Franck, après avoir fait un résumé de la situation en Libye depuis 2011 et de nous avoir donné une définition précise de ce qu'est la Jamaïque arabe libyenne, il est peut-être temps de faire une rétrospective et en tout cas d'aller aux origines de cette révolution et en particulier à travers l'histoire de son initiateur qui est le colonel Mouammar Kadhafi. Ça veut dire finalement commencer par sa naissance, tout simplement. Donc Mouammar Kadhafi est né le 19 juin 1942 à Kwarch Abou Hadi, donc c'est la Libye italienne, la Libye fasciste de Mussolini italienne. Et donc Mouammar Kadhafi est issu d'une famille très pauvre. Sa tribu est la tribu des Kadhafa, qui sont originaires du sud de la Libye, de Seba. Donc l'ensemble des tribus libyennes, le peuple libyen fait face à l'occupation italienne, qui est une occupation très très dure. On dénombre plusieurs centaines de milliers de morts, et le peuple libyen vit dans une pauvreté totale. Kadhafi rentre donc à l'école et est déjà repéré par son intelligence. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités de mémorisation. C'est un élément brillant. Alors je tiens ces informations d'un diplomate libyen qui avait participé avec Mouammar Kadhafi. Il faisait partie des 11 officiers qui ont fait le coup d'État en 1969, qui était scolarisé avec lui et qui me faisait état
bonne capacité intellectuelle du colonel Kadhafi. Donc, Kadhafi, bien évidemment, a un cursus scolaire de bonne qualité, a des examens qui lui prévaut la possibilité de pouvoir travailler pour des compagnies américaines et anglaises. Mais ce dernier s'y refuse. Il est emprunt par Nasser, par le panarabisme, par le nationalisme, puisqu'il a vécu l'occupation italienne. Il a connu au travers sa jeunesse les conséquences de l'impérialisme eu à l'égard de son peuple. Donc c'est un rebelle, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Et il décide avec des amis étudiants, au lieu de prendre une voie qui aurait été les plus confortables, décide d'intégrer l'école des officiers en vue d'organiser un coup d'État. Chose qui s'avéra exacte dans les faits, puisque le 1er septembre 1969, avec 11 officiers, il décide de renverser le roi Idriss, qui est parti en Turquie pour se soigner, et met fin à la monarchie qui avait été imposée au peuple libyen en 1948 par les anglo-saxons. Comme ça a pu être le cas notamment dans les monarchies du Golfe. Donc de 1969 à 1977, le pays est géré par l'Union socialiste arabe, par le Conseil révolutionnaire, mais Mouammar Kadhafi n'a pas un aura politique important. C'est un peu l'homme de l'ombre, tout simplement parce que Kadhafi prépare depuis des années et à la tâche à la rédaction du livre vert qui verra le jour le 2 mars 1977 à la déclaration de la Jamarie arabe libyenne, donc le pouvoir des masses, et instaure la démocratie directe, le pouvoir au peuple en Libye. Il en prendra bien évidemment la présidence. Il se retire de cette présidence en 1979 et se nomme guide de la révolution libyenne et laisse le pouvoir au peuple. Donc j'invite bien évidemment, et je réitère mon invitation à vos auditeurs, à tes auditeurs, pardon, de prendre connaissance du système politique de la démocratie directe au travers du livre vert. Oui, nous mettrons en description de cette vidéo l'adresse pour justement aller le consulter. Voilà. Et donc voilà, donc alors après on nous a toujours présenté Kadhafi comme un dictateur, comme quelqu'un qui refusait la démocratie parlementaire en Libye. Il est évident que cette démocratie parlementaire était interdite, puisque les partis étaient interdits, pour les raisons qui sont invoquées dans le livre vert, et le pouvoir est orienté en direction des comités populaires et des comités révolutionnaires libyens qui sont les gardiens de la doctrine de la démocratie directe. Bien évidemment, les tribus ont malgré tout leur importance dans le paysage politique libyen en sous-main, puisque rien ne peut se faire sans un accord tacite des tribus en Libye, qui se manifestait d'ailleurs au demeurant au travers des comités de base, des comités populaires de base. Donc Kadhafi n'avait pas ce pouvoir qu'on lui prétendait. Je prends un petit exemple. Lorsqu'il s'est rendu à Paris pour négocier des contrats Rafale, lorsqu'il est rentré en Libye, les comités populaires ont fait part à Kadhafi. Il n'avait pas cette capacité de pouvoir prendre des engagements, que sa fonction de guide ne lui permettait pas de prendre des engagements contractuels eu à l'égard du peuple libyen. C'est le peuple libyen
de finaliser les contrats. Et la petite anecdote, c'est qu'ils souhaitaient plutôt acquérir des avions de chasse chinois qui étaient 3 fois moins chers que les Rafales. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la Jamaïa arabienne n'a pas honoré l'ensemble des contrats qui avaient été signés par Mouammar Kadhafi lors de sa venue à Paris, et comme il a pu aussi se rendre en Angleterre, puisqu'il avait été reçu aussi en Angleterre, tout simplement parce que le peuple estimait que ce n'était pas Mouammar Kadhafi, qu'il n'avait son rôle de guide ne lui permettait pas de se soustraire au peuple. Donc, il n'avait pas ce pouvoir qu'on nous présentait d'un dictateur tortionnaire qui maltraitait son peuple. Non, Kadhafi a un autre exemple, Kadhafi concernant la réalisation de la Grande Rivière, qui posait des problèmes à terme écologiques, malgré le fait qu'elle amenait cette eau gratuitement, n'était pas des plus favorables, parce qu'il avait eu des conseils de spécialistes qui expliquaient que le projet était faramineux, qu'il coûtait beaucoup d'argent, et qu'il y avait d'autres solutions pour pouvoir permettre au peuple libyen de pouvoir disposer d'eau potable. Il y avait d'autres méthodes. Néanmoins, le peuple libyen a souhaité la réalisation de ce projet, et Kadhafi a donc participé, bien évidemment, à la création de ce projet. Il y a d'autres anecdotes. Kadhafi était partant et souhaitait qu'il y ait un développement d'autoroutes en Libye. Or, les comités populaires estimaient que ce n'était pas un besoin. Donc, il faisait des propositions et le peuple disposait de ces propositions. Il n'avait pas la capacité de pouvoir influer, imposer comme on l'entendait. Alors bien évidemment, il était indirectement le chef des armées. Mais il veillait au de la Banque centrale libyenne. Mais il avait réellement un pouvoir au peuple. C'est la raison pour laquelle le peuple se dotait d'un accès à l'eau potable et à l'électricité gratuitement. C'était un choix du peuple. C'est la raison pour laquelle la nourriture était subventionnée dans son ensemble. C'était une volonté du peuple libyen. C'est la raison pour laquelle les hôpitaux étaient dotés d'appareils technologiques importants, enfin de nouvelles technologies. Donc on avait des hôpitaux de qualité en Libye. Il manquait bien évidemment de personnel parce que lorsque Mouammar Kadhafi prend le pouvoir en 1969, le taux d'analphabète et d'illettrés avoisine les 95%. Ouais. Donc il a construit un État qui n'existait pas. Il a créé des institutions qui n'existaient pas. À contrario, par exemple, de la Tunisie, de l'Algérie ou de l'Égypte, où la France était présente, où la France a créé des infrastructures, a quand même développé, on va dire, une structure sociétale qui était inexistante, puisque les Italiens n'ont pas mis en place si on fait un parallèle. Hein. Donc, le roi Idriss, bien évidemment, encore moins. Puisque lorsque le roi Idriss, par exemple, négociait les contrats avec les compagnies américaines et anglaises, les compagnies reversaient 40 cents au roi Idriss par baril, ce qui était dérisoire. Bien évidemment, lors du coup d'État de 69, les comités révolutionnaires libyens qui avaient pris le pouvoir ont révisé quelques années plus tard ces conditions, ont renationalisé les compagnies pétrolières et ont renvoyé les Anglais et les Américains qui disposaient de 2 bases, une à Benghazi et une à Tripoli, et reprenaient de fait, le peuple libyen reprenait sa souveraineté. Il n'y avait plus d'ingérence étrangère en Libye. Ça, c'est la conséquence du coup d'État de 1969 et de l'instauration de la Jamaïa arabe libyenne. C'est-à-dire que la spécificité de la Jamaïa arabe libyenne, c'est que la Jamaïa était souveraine. Elle n'était pas sous tutelle des Américains ou encore de l'URSS, parce qu'à l'époque, il y a l'URSS. Oui. Parce que Kadhafi était socialiste, mais voyait d'un mauvais œil l'URSS qui était laïque. Kadhafi était croyant. Le peuple libyen est croyant. Donc il ne pouvait pas rentrer dans un système totalitaire qui faisait abstraction
de la croyance. De la croyance. Hein. Mm. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que bon, je pense avoir un peu expliqué le personnage Kadhafi. Oui. Voilà, je voulais attirer justement cette attention parce qu'il y a eu toute une cabale à son encontre depuis 1977. Oui. D'ailleurs, à cet effet, je vous invite à prendre connaissance d'un livre de Patrick Mbeko, Objectif Kadhafi, qui est sorti le 20 octobre dernier, qui retrace justement la menace et toutes les tentatives d'assassinat qui ont été diligentées par la CIA, par le MI5, Oui. pour empêcher pour faire tomber Muammar Kadhafi qui posait un problème par son modèle sociétal, oui. Par cette démocratie directe, qui était une expérimentation, hein, je tiens quand même à le rappeler, c'était une expérimentation. Et c'est la première fois c'était la première fois qu'on avait, depuis la Révolution française, une tentative de réelle démocratie directe. Parce qu'il explique très bien qu'au final, les partis politiques sont une usurpation et que la démocratie parlementaire n'est qu'un diktat, ni plus ni moins, ce qui n'était pas le cas. Et le paradoxe, c'est qu'on traitait Muammar Kadhafi de dictateur. Or, c'est une méconnaissance accrue de ce qu'était réellement la Jamaïa arabienne, oui. Qui, demeurant, restait un modèle et un exemple pour les pays africains, puisque Muammar Kadhafi a poussé les pays africains à dynamiser l'Union africaine et voulait faire en sorte que l'Union africaine s'émancipe du joug des oligarchies colonialistes économiques qui sont en train de piller l'Afrique. D'accord. Alors, Franck, je voudrais qu'on aborde deux sujets qui expliquent le fameux embargo décrété contre la Libye. Ce sont les attentats de Lockerbie et de UTA, et puis l'affaire des infirmières bulgares avec la contamination du virus du sida à des enfants, sauf erreur. D'accord. Alors effectivement, on attribue les attentats de Lockerbie et d'UTA au régime, puisqu'il est appelé ainsi par les Occidentaux, par le régime de Muammar Kadhafi. Or, la Jamaïa arabienne était innocente de ces attentats. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports de la CIA, c'est le conseiller politique aux affaires étrangères de Mitterrand, me semble-t-il, qui dans une note blanchit bien évidemment les services extérieurs libyens. Et ces attentats ont été perpétrés à l'époque par les Iraniens avec les services de renseignement extérieur syriens. Or, la communauté internationale à l'époque, en 91, a prévu d'agresser l'Irak et avait besoin de la Syrie et de l'Iran pour pouvoir renverser le régime laïque de Saddam Hussein. Donc ils ont eu l'idée de porter la responsabilité au régime de la Jamaïa arabienne. Or, la Jamaïa arabienne a été blanchie par les services de renseignement occidentaux de ces actes. D'accord. Et alors, à partir de là, vous me direz-vous pourquoi Muammar Kadhafi décide de dédommager les victimes de ces attentats? Tout simplement parce que la Jamaïa arabienne étouffait sous cet embargo imposé. Et à partir de là, il y a eu des négociations et la Jamaïa arabienne accepte de dédommager ces familles des victimes, malgré le fait qu'ils n'aient jamais reconnu leur responsabilité, pour pouvoir lever cet embargo qui asphyxiait le peuple libyen dans son développement.
Alors maintenant, concernant les infirmières bulgares, d'après les informations que j'ai pu glaner à gauche, à droite, auprès d'anciens fonctionnaires libyens qui étaient témoins et acteurs à l'époque, il y a vraiment eu un accident lors de cette contamination. Alors je tiens quand même à rappeler que c'est Gibril qui a condamné à 2 reprises à mort ces infirmières bulgares, et que Mouammar Kadhafi a gracié à 2 reprises ces infirmières bulgares pour qu'elles restent en vie. Je tiens quand même à rappeler qu'il y avait ce pouvoir au peuple et que Kadhafi n'avait pas non plus ce pouvoir qu'on lui prétendait laisser le pouvoir au peuple. Lorsque Gibril, qui était ministre de la Justice, qui est responsable d'ailleurs, c'est Gibril qu'on retrouve comme étant l'un des initiateurs du CNT, il était le premier ministre de la Jamaïque arabe libyenne à avoir trahi le peuple en rejoignant la coalition étrangère en vue de renverser la Jamaïa. Oui. Cet homme a été responsable de violations des droits de l'homme en Libye. Il était responsable de la détention arbitraire des infirmières bulgares. Oui. Et Kadhafi était intervenu à 2 reprises pour gracier ces infirmières bulgares. Bien évidemment, toutes ces informations ont été occultées parce que les journalistes dans leur ensemble n'ont jamais cherché à comprendre de quelle manière fonctionnait la Jamaïque arabe libyenne, qui sort un petit peu des modes de fonctionnement que l'on peut avoir dans nos sociétés occidentales. Donc voilà, mais apparemment il y a eu un accident. D'ailleurs, ça a été révélé par des experts indépendants suisses qui confirment qu'effectivement il y a eu une erreur qui a été faite, qui a malheureusement permis, cette erreur a eu la conséquence d'inoculer le virus du sida à plusieurs centaines de jeunes libyens. D'accord. Donc, Mouammar Kadhafi, qui était, comme tu le disais tout à l'heure, avait subi des tentatives d'assassinat au nombre de 137, avant malheureusement... Oui, c'est ça, oui. Je crois que ça doit être 137, monsieur. Voilà, avant que la 138e, hélas, finisse par le tuer. Donc l'embargo date de quelle époque? Le début de l'embargo 2008? Ah non, l'embargo c'est bien avant. Non, c'est dans les années 90. 90, d'accord. Très bien. Bon. Alors effectivement, après avoir abordé les 2 éléments épineux quand même de l'histoire de la Libye, c'est-à-dire ces 2 attentats et le cas de ces infirmières, on va peut-être se pencher de nouveau sur la situation qui prédomine depuis 2011, ou en tout cas peut-être un petit peu avant cette période, puisqu'il y a eu, je dirais, forcément une période préparatoire à l'agression militaire contre la Libye. Alors, j'aimerais que tu nous en parles. Alors, le 17 février 2011 ont lieu, après la Tunisie, après l'Égypte, les manifestations dites populaires à Benghazi, qui sont présentés dans les médias comme étant des rassemblements populaires en vue de contestation, en vue de balayer le régime de la Jamaïque arabe libyenne, comme ça peut être le cas en Tunisie et en Égypte. Oui, parce que là... Or, le 17 février 2011, à Benghazi, nous n'avons pas affaire à des manifestants pacifiques. Et nous avons les preuves, bien évidemment, par rapport à ça. Nous avons affaire à 400 hommes qui sont armés, qui vont attaquer avec des armes de guerre un commissariat de police, une caserne militaire, enfin de la garde nationale. Et à partir de là, on nous présente, les médias vont nous présenter des manifestations
pacifiques qui vont être réprimés par le régime. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé, qui s'est produit, puisque ces 400 personnes, pour l'essentiel, n'étaient pas de nationalité libyenne. Il s'agissait de jeunes mercenaires égyptiens, syriens, de différentes nationalités, qui ont donc attaqué ce qui représentait l'État, hein, l'autorité donc à Benghazi. Oui. Alors il y a bien eu évidemment des manifestations de mécontentement suite à cet événement à Tripoli. Des ordres avaient été donnés très clairs. Le guide Muammar Kadhafi, le colonel, ne voulait pas tomber dans le piège qui avait été tendu en Égypte et en Tunisie. Donc, il avait donné des consignes aux forces de sécurité de ne pas répliquer de manière violente, chose qui s'est avérée dans les faits. Oui, Franck, c'est d'ailleurs ces événements se sont produits dans la même ligne que les printemps arabes à proximité. Tu évoques c'est la ça, Tunisie et l'Égypte. En Libye, ça a commencé le 17 février 2011. D'accord. Le 17 février 2011. La Tunisie, c'est au mois de janvier. Le 15 janvier, me semble-t-il. Donc, alors il y a eu un scénario sur ces printemps arabes. Hein. Maintenant, tout le monde est d'accord par rapport à ça. Mais nous, on va plus loin, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on considère que si ces printemps arabes ont débuté, qui a eu pour effet la chute de Ben Ali et de Moubarak en Égypte, c'était une façon de pouvoir s'attaquer au gros morceau qui était la Libye. Donc les événements en Libye, il y a eu des manifestations de jeunes à Tripoli qui n'ont pas été réprimées par le régime, par les forces de sécurité de la Jamaïa arabe libyenne. Il y a eu effectivement des manifestants qui se sont fait tirer dessus, mais ce n'était pas par les forces de sécurité, c'était par des snipers, certainement étrangers, certainement des mercenaires étrangers, qui étaient là pour faire porter la mort de civils à la direction des forces de sécurité libyennes. On a vu ça en Syrie aussi. Hein. Tout à fait. On nous rapportait que Muammar Kadhafi avait pris les services de mercenaires étrangers africains pour réprimer sa population. Or, un rapport d'Amnesty International en date du 28 octobre 2012, après avoir enquêté, établit que le régime de la Jamaïa arabe libyenne n'a pas du tout usé de mercenaires, et que les images où on voyait des militaires libyens, enfin des militaires qu'on nous présentait comme des mercenaires africains, n'étaient autres que des Libyens de la tribu des Tawarga, qui étaient des militaires de carrière et qui n'ont pas réprimé, comme on nous le présentait, les manifestants. Donc on a, au même titre que la Syrie, le même scénario. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu, et maintenant nous avons le rapport du Parlement anglais en septembre 2016, qui ont enquêté sur ce qui s'est réellement passé en 2011, qui confirme mes dires, puisque au mois de mars ou avril, les forces de la Jamaïa arabe libyenne avaient repris des villes des villes qui s'étaient soi-disant soulevées, et il est fort de constater que ces parlementaires, que les services de renseignement anglais avaient constaté qu'il n'y avait pas de répression à la direction des populations, une fois que les forces loyales à la Jamaïa avaient repris ses eaux. J'irai plus loin. Les jeunes rebelles libyens qui se sont engagés dans les milices révolutionnaires présentées ainsi par les médias à l'époque, qui étaient blessés, étaient acheminés dans les cliniques en Tunisie, et c'est la Jamaïa arabe libyenne qui payait les factures. Ce qui est vraiment un paradoxe. Voilà. Donc, parce que Kadhafi savait qu'une partie de la jeunesse libyenne avait été manipulée, puisque
les puissances étrangères qui étaient bien sûr à la manœuvre, hein, avaient promis qu'une fois la Jamarie arabe libyenne tombée, la jeunesse disposerait de revenus mensuels de 5 à 6 000 dinars libyens, ce qui était une somme importante à l'époque. Or, on voit maintenant, après 6 ans, la situation catastrophique, puisque les Libyens n'ont même pas de quoi subvenir à leurs besoins premiers, alors qu'à l'époque, tout était pris en charge par l'État. D'ailleurs, les jeunes ont été manipulés. Beaucoup de jeunes ont été drogués aussi, puisqu'on retrouve maintenant des milliers de jeunes qui sont, faute d'asile psychiatrique ou de centres adaptés, se retrouvent dans des anciennes écoles qui font office de centres de santé mentale, de détention, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, puisqu'ils sont un danger pour eux-mêmes, ils sont aussi un danger pour la société. Ils n'ont pas la possibilité de subir, d'avoir des soins adaptés par rapport à la pathologie qu'ils ont contractée suite à l'absorption de ces psychotropes. Donc on a des milliers de jeunes qui sont parqués dans des écoles, dans des centres de détention en Libye, suite à la conséquence de ces absorptions de drogue. D'où l'effet d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on voyait un média où on voyait des jeunes Kalachnikov à la main crier à la Wakbar, ces jeunes étaient sous état, étaient dans un état, étaient drogués, hein, ils n'étaient pas dans un état normal. Hein. Et ça, pareil, ça c'est des phénomènes qu'on a baillé d'un revers de main, dont on n'a pas parlé. Il y a un journaliste, David Thompson, de France 24, qui avait fait un reportage en 2014, où il a eu l'autorisation de pouvoir rentrer dans ces centres de détention, où là on a pu voir malheureusement la situation de ces jeunes qui sont parqués, et pour qui, bien évidemment, l'État libyen ne fait rien actuellement, puisqu'il n'y a pas d'État en Libye. Donc on a... Kadhafi est au courant, au demeurant. Hein. Kadhafi savait qu'il y a eu une manipulation, il n'a eu de cesse d'avertir la jeunesse. Concernant la prise de Benghazi et de Misrata par les milices takfiristes, notamment à Misrata, puisque Misrata, dans l'histoire, les tribus de Misrata ne sont pas arabes d'origine, ce sont des tribus qui sont d'origine turque et juives convertis à l'islam. Donc ils ne sont pas tout cela dépendait de l'Empire ottoman. Donc c'est la raison pour laquelle cette enclave, cette zone s'est soulevée contre la Jamarie arabe libyenne, puisque c'était ces mêmes tribus qui avaient collaboré avec l'État fasciste italien. C'était ces tribus. Malgré cela, c'était pas des tribus qui étaient mis hors jeu par le régime de la Jamarie arabe libyenne. C'était des tribus qui vivaient dans de bonnes conditions. Mais les tribus des Misrata étaient connues pour être des tribus commerçantes, ce qui en est la preuve maintenant, puisque c'est par Misrata que passe l'essentiel du peu d'économie libyenne qui existe actuellement. Et sous la Jamarie arabe libyenne, puisqu'il n'y avait pas, le commerce était un monopole d'État, donc il n'avait pas la capacité de pouvoir bénéficier des largesses et des richesses de la Jamarie arabe libyenne comme ils peuvent en profiter actuellement. Donc c'est aussi important de le préciser. Alors ensuite, il y a eu un soulèvement un peu plus certain de la part des Amadiques, des Berbères, qui étaient bien évidemment en marge au sein de la Jamarie arabe libyenne, pour le simple fait qu'ils revendiquaient, ils demandaient, ils souhaitaient avoir que la langue berbère soit reconnue par la Jamarie arabe libyenne, chose qui n'était pas admise par l'ensemble du Haut Conseil des tribus libyennes. Et qui n'est toujours pas le cas maintenant, puisque aujourd'hui, dans la nouvelle constitution qui régit actuellement la Libye, malgré l'absence d'État, le berbère est interdit, il n'est pas reconnu comme une langue. Donc il y a 15 jours, les berbères, les Amazirs ont déclaré officiellement leur langue, l'application de leur langue
dans les zones qu'ils contrôlent. D'accord. En gros, tout ça pour dire qu'en 2011, les puissances occidentales, donc surtout les Américains pour l'essentiel, qui se sont servis de la France pour agresser la Jamaïque arabe libyenne, profitent de ces printemps arabes pour renverser Muammar Kadhafi, et pour ce faire s'appuient sur des tribus minoritaires qui représentent à peine 20% de la population, à savoir les tribus de Misrata, les tribus berbères, et une partie, dirons-nous, à peu près 20 à 30% de la population de Benghazi.